Une enquête fédérale de plus d'un an a mis au jour des armes, de la drogue et de l'argent, menant à l'inculpation de 19 personnes. Aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les descentes effectuées hier dans toute la ville, que les enquêteurs décrivent comme l'un des plus grands démantèlements de réseaux de drogue jamais réalisés. Près de 198 kg, soit environ 1,7 million de pilules de fentanyl contrefaites, ont été saisies. Il s'agit de la plus grande saisie de fentanyl jamais enregistrée dans l'État du Colorado et la sixième la plus importante aux États-Unis. Il est 3h47 du matin à Highland Park, Dallas, Texas. Les autorités fédérales viennent de démanteler ce que les enquêteurs décrivent comme la plus vaste opération transnationale de trafic humain et de fraude financière jamais découverte sur le sol américain. 2,5 milliards de dollars. Ce n'est pas une erreur. C'est la valeur estimée de cet empire criminel, dissimulé derrière les murs d'un manoir de 12 millions de dollars, niché dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Dallas. Et les cerveaux derrière cette machination, un homme d'affaires respecté et son épouse avocate, des piliers de la communauté, organisateurs d'événements caritatifs, invités au dîner de juges et de conseillers municipaux. Ce soir, cette illusion s'effondre. Bienvenue sur l'échiquier global, où nous allons explorer les rouages d'une opération fédérale qui a ébranlé les fondations de la criminalité organisée. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Restez jusqu'à la fin, car ce que les enquêteurs découvriront ensuite remettra en question la confiance même que nous accordons à nos institutions. La rue est d'un calme mortel. Aucun mouvement, aucune lumière, juste le bourdonnement lointain de l'autoroute et le murmure du vent à travers des pelouses impeccablement entretenues. Puis, les ombres s'animent. Des unités tactiques du FBI, de l'ICE, de la DEA et du DHS. Plus de 80 agents fédéraux convergent vers la propriété de Highland Park depuis 4 points d'entrée différents. Des hélicoptères Black Hawk planent à environ 300 mètres de distance. Des caméras infrarouges sont verrouillées sur le complexe. À 3h47 précises, l'assaut commence. Des grenades assourdissantes brisent le silence. Les portes d'entrée explosent vers l'intérieur. Des équipes SWAT en équipement tactique noir déferlent par les fenêtres et les entrées latérales, comme l'eau à travers du verre brisé. Des ordres sont hurlés. Le claquement des bottes résonne sur les sols de marbre. À l'intérieur, les agents découvrent ce qui ressemble à une demeure de luxe. Des lustres, des meubles importés, des tapis persans valant plus que la plupart des voitures. Mais au sous-sol, ils trouvent tout autre chose. Un centre de commandement, 12 écrans, des flux vidéo en direct des postes frontières d'Eagle Pass et Del Rio, des serveurs de communication cryptés, des registres, des manifestes et 3 coffres-forts en acier contenant plus de 4,2 millions de dollars en espèces, regroupés et étiquetés par provenance et date. Un agent ouvre une armoire à dossiers et se fige. À l'intérieur se trouvent des centaines de passeports, hommes, femmes, enfants, tous originaires d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient, tous avec des tampons d'entrée qui ne correspondent pas au registre frontalier officiel. Et à côté, un registre manuscrit détaillant les prix. 15 000 $ par adulte, 8 000 $ par enfant et 25 000 $ pour une entrée accélérée avec documentation complète. Ce n'est pas seulement du trafic, c'est une contrebande humaine industrialisée, menée avec une efficacité digne d'une entreprise du Fortune 500. Il est 6h10 du matin à la division de cybercriminalité du FBI, bureau de Dallas. Les analystes travaillent sur les serveurs saisis depuis 2 heures. Le chiffrement est de qualité militaire, mais ils parviennent à le briser, et ce qu'ils découvrent change tout. Un diagramme de réseau remplit l'écran. Nom de code, opération Corridor Doré. Plus de 200 sociétés écrans, fausses associations caritatives, entreprises d'import-export, sociétés immobilières et bureaux de transfert d'argent, tout alimentant un pôle central contrôlé par 2 personnes. Hassan Abdi Khalif, 52 ans, ancien diplomate somalien, homme d'affaires et philanthrope, et Amina Yous Khalif, 47 ans, avocate, stratège financière et leader communautaire.
Ensemble, ils ont bâti un empire criminel qui s'étend sur 3 continents. Les analystes retracent les flux financiers, virements bancaires déguisés en dons caritatifs, achats immobiliers via des sociétés à responsabilité limitée superposées, factures d'expédition pour du matériel agricole inexistant et des itinéraires de paiement transitant par Dubaï, Nairobi, Istanbul pour finalement aboutir à Dallas. Mais ce sont les routes de trafic humain qui glacent l'assistance. Toutes les 2 semaines, des convois de camions commerciaux remontent l'Interstate 35 depuis Laredo. Ils s'arrêtent dans des entrepôts spécifiques à San Antonio, Austin et Fort Worth. À chaque arrêt, les migrants sont transférés dans des véhicules secondaires, fourgonnettes, camions-caisses, semi-remorques réfrigérées. Les itinéraires sont planifiés avec une précision chirurgicale, tenant compte des changements de car de la patrouille frontalière, des fermetures de postes de ravitaillement, des horaires des points de contrôle de l'ICE. Chaque variable est prise en compte. Les codes d'autorisation, intégrés dans les manifestes des convois, remontent directement au serveur crypté d'Amina Khalif. Un enquêteur se penche en arrière sur sa chaise et dit d'une voix basse « Ce n'est pas de la corruption, c'est de la collusion au plus haut niveau de commandement. Ils n'ont pas infiltré le système, ils l'ont redessiné. » L'analyste principal hoche la tête. Et ça empire. Continuez de chercher. 7h30 du matin. Centre de commandement du DHS à Dallas. Une carte numérique du Texas recouvre le mur. Des marqueurs rouges pulsent à travers l'État. Chacun représente un lieu lié au réseau de contrebande est-africain. 43 emplacements. Entrepôts, planques, centres logistiques, bureaux de transfert d'argent. Tous opérant simultanément sous le couvert d'entreprises légitimes. Le commandant de l'opération s'avance. Nous avons plus de 1200 agents fédéraux mobilisés dans 6 comtés, des équipes tactiques de l'ICE, des unités SWAT du FBI, des unités d'intervention de la DEA, des équipes de réponse rapide de la patrouille frontalière, des coordinateurs du renseignement du DHS. Nous frappons tout en même temps. Pas d'avertissement, pas de fuite. Nous réduisons ce réseau en cendres dans les 6 prochaines heures. À 7h45, la deuxième vague commence. À Fort Worth, des agents prennent d'assaut un entrepôt d'expédition enregistré comme distributeur de fournitures agricoles. À l'intérieur, ils trouvent 200 migrants enfermés dans une arrière-salle cachée. Sans eau, sans ventilation. Des enfants pleurent, des adultes sont trop faibles pour se tenir debout. À San Antonio, un centre communautaire culturel est perquisitionné. Les agents y découvrent des documents d'identité falsifiés, de faux tampons de visa et une imprimerie produisant des documents de passage frontalier contrefaits. À Eagle Pass, des unités de l'ICE interceptent un convoi de 3 semi-remorques s'approchant du poste de contrôle frontalier. Les chauffeurs possèdent des accréditations DOT légitimes, mais dans les sections de cargaison scellées, les agents découvrent 78 migrants entassés dans l'obscurité. À Laredo, des agents de la DEA frappent un entrepôt et mettent au jour une découverte inattendue. Aux côtés de l'opération de trafic humain, ils trouvent 340 kg d'héroïne et plus de 1,8 million de pilules de fentanyl stockées pour la distribution. Le réseau ne déplaçait pas seulement des personnes, il déplaçait aussi des stupéfiants. Et chaque emplacement, chaque itinéraire, chaque envoi remonte au même système de commandement crypté, contrôlé par Hassan et Amina Khalif. À 14h, le bilan est stupéfiant. Plus de 600 migrants ont été secourus, 89 membres de cartels arrêtés, 1,3 million de dollars en espèces saisies, des tonnes de stupéfiants confisqués, et 14 camions, 9 entrepôts et 3 entreprises de logistique entières ont été fermés. Le monde criminel a subi plus de dommages en 6 heures qu'au cours des 6 dernières années. Mais les enquêteurs n'en ont pas fini. Ils plongent plus profondément dans les serveurs saisis et découvrent un deuxième réseau, celui qui opère au sein même des forces de l'ordre. Des agents de la patrouille frontalière étaient soudoyés, 5 000 $ par convoi autorisé à passer. Des superviseurs de l'ICE retardaient les approbations de descente. Des policiers locaux fournissaient des avertissements préalables aux opérations fédérales.
des greffiers de comté altéraient les registres d'expédition. Plus de 30 fonctionnaires étaient compromis, certains pour de l'argent, d'autres par chantage, d'autres encore parce qu'ils croyaient aider des réfugiés et non alimenter un empire criminel. Un superviseur principal de la patrouille frontalière est arrêté à son domicile à Del Rio. Ses relevés bancaires révèlent des dépôts de plus de 340 000 $ au cours des 18 derniers mois, tous provenant de comptes liés aux sociétés écrans d'Amina Khalif. Une coordinatrice de la détention de l'ICE à Dallas est placée en garde à vue. Elle retardait les ordres d'expulsion et redirigeait les migrants vers les planques du réseau. Un juge de comté à Fort Worth est découvert avoir signé plus de 200 demandes de citoyenneté accélérée pour des individus qui n'ont jamais comparu aux audiences, toutes ces demandes ayant été soumises par des cabinets d'avocats secrètement détenus par le réseau Khalif. Le badge signifiait quelque chose autrefois. Il doit maintenant être reconstruit depuis ses fondations. Mais l'ampleur de l'opération ne s'arrête pas au Texas. Les enquêteurs retracent la toile financière vers l'extérieur. Le réseau de contrebande est-africain n'opérait pas seulement à Dallas. Il possédait des nœuds à Minneapolis, Seattle, Columbus et Atlanta. Chaque ville abritant une importante communauté de la diaspora est-africaine. Chaque ville dotée de centres logistiques alimentant le réseau plus vaste. Les manifestes d'expédition révèlent son fonctionnement. Les migrants entrés par le Mexique étaient traités au Texas, puis redistribués à travers le pays grâce à de faux contrats de travail avec des entreprises appartenant au Khalif. Services de nettoyage, distribution alimentaire, sous-traitants en construction. Le réseau pouvait déplacer plus de 1500 personnes par mois sans déclencher d'alerte fédérale, car le système avait été réécrit pour les ignorer. Et, enfouis dans les fichiers cryptés d'Amina Khalif, les enquêteurs découvrent la pièce finale, un plan stratégique décennal intitulé « Fondation Permanence ». L'objectif n'était pas seulement le profit, mais l'infrastructure. Les Khalifs construisaient une filière parallèle de migration et d'emploi, capable d'opérer indéfiniment. Juges, avocats, hommes d'affaires, leaders communautaires, tous positionnés pour protéger le réseau des futures mesures d'application de la loi. Ils n'infiltraient pas le système, ils le remplaçaient. Un analyste du FBI lit le dossier et referme son ordinateur portable. Il construisait un gouvernement de l'ombre. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de violence. Parfois, il a juste besoin de silence et d'ambition. Et de personnes prêtes à fermer les yeux parce que le visage de la corruption portait un costume et faisait des dons à des œuvres de bienfaisance. Hassan et Amina Khalif sont désormais sous garde fédérale, faisant face à plus de 300 chefs d'accusation cumulés, incluant le trafic humain, le racket, le blanchiment d'argent, la conspiration et la fraude. S'ils sont reconnus coupables, ils ne reverront jamais la liberté. Mais les dégâts sont déjà faits. Des familles déchirées, des migrants exploités et abandonnés, des communautés déstabilisées, la confiance dans les institutions brisée. La corruption ne s'annonce pas. Elle se construit en silence. Elle sourit, elle serre des mains et elle attend.